Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, le sommet de l'Union africaine se poursuit ces 17 et 18 février en Éthiopie avec la conférence des chefs d'État et de gouvernement. L'Afrique de plus en plus secouée par les coups d'État, les changements de constitution, les conflits et les questions liées au développement sont au programme de ce 37e sommet. Le marché des fleurs, une industrie florissante au Kenya, un sous-secteur agricole qui connaît une croissance très rapide, représentant près d'1 milliard de dollars chaque année. La couverture maladie, un régime capital pour des centaines de millions d'Africains qui vivent sous le seuil de pauvreté et qui accèdent peu aux soins de santé. Illustration à suivre dans ce journal sur la situation en Afrique du Sud où le gouvernement annonce son intention de mettre en place une couverture maladie universelle. L'ajournement avait provoqué une levée de boucliers de la part de l'opposition et de la société civile qui ont dénoncé un coup d'État constitutionnel. Au Sénégal, nouveau retournement de situation. Le Conseil constitutionnel déclare contraire à la Constitution la loi repoussant de 10 mois l'élection présidentielle et le maintien du président Macky Sall dans ses fonctions au-delà du terme de son mandat. Le Conseil constitutionnel ne fixe pas de nouvelle date pour l'élection présidentielle, mais invite les autorités compétentes à organiser l'élection dans les meilleurs délais. Mildred Diamou, Fatma Nyang. Le Conseil constitutionnel du Sénégal s'oppose au report de l'élection présidentielle du 25 février. Le 15 février 2024, la plus haute instance judiciaire du pays a invalidé le projet de loi adopté par le Parlement reportant la présidentielle au 15 décembre 2024, le jugeant illégal et estimant qu'il ne respecte pas la Constitution. L'annulation du report de l'élection présidentielle au Sénégal fait suite aux nombreux recours déposés par plusieurs députés et membres de l'opposition qui évoquent notamment une violation des dispositions constitutionnelles. À mon avis, c'est une décision qui est sage, c'est une décision qui est conforme, si vous voulez, à la marche des institutions. C'est une décision qui respecte la séparation des pouvoirs, mais surtout, c'est une décision qui montre que le Conseil constitutionnel est là pour veiller au respect scrupuleux des dispositions de la Constitution de notre pays, et c'est tout à son honneur. Après examen des requêtes, le Conseil constitutionnel a déclaré que la durée du mandat présidentiel, fixée à 5 ans par la Constitution, ne pouvait être modifiée par une loi temporaire et spécifique et que la décision violait les principes de sécurité juridique et de stabilité des institutions. Le Conseil a toutefois reconnu l'impossibilité de maintenir le scrutin au 25 février, compte tenu du retard pris par l'examen des recours. Dans un communiqué publié le 16 février 2024, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a appelé le gouvernement sénégalais à fixer un calendrier électoral, conformément à la décision de la haute juridiction. Je pense que l'on pourrait dire, alors que cette décision a un enjeu fondamental, il remet en scène le Sénégal que l'on connaissait, qui avait donc un petit peu commencé à dévier de la voie de la démocratie. Aujourd'hui, la décision du Conseil constitutionnel ramène le Sénégal dans son sillage et la voie tracée par ses prédécesseurs et par sa population, comme quoi que ce sont des adeptes de la démocratie, c'est des militants de la démocratie. Par ailleurs, dans le cadre d'une tentative d'apaisement, le président Macky Sall a ordonné la libération d'une dizaine de détenus politiques, parmi eux Aliou Sané, coordonnateur du mouvement citoyen Y en a marre, ou encore Toussaint Manga, membre du parti d'opposition PASTEF. L'opposition demande un ajustement du calendrier électoral pour compenser les jours de campagne perdus en raison du report des élections, mettant en avant l'importance de l'ordre public, de la paix et de la stabilité des institutions. Le Conseil constitutionnel a exigé la tenue de l'élection présidentielle dans les meilleurs délais, alors que le mandat du président Macky Sall expire officiellement le 2 avril 2024. Le 37e sommet des chefs d'État de l'Union africaine se poursuit au siège de l'organisation à Addis Abeba en Éthiopie. Une trentaine de présidents et de chefs de gouvernement sont attendus ce samedi pour ce sommet qui se tient dans un contexte difficile entre nouveaux coups d'État, crise au Sénégal et tractation pour la présidence tournante de l'Union africaine qui devrait cette année être assurée par le président mauritanien Mohamed Ould Ghazouani qui prendra le relais de son homologue comorien Azali Assoumani. Je vous propose de retrouver sur place à Addis Abeba Joseph Moafo depuis le siège de l'organisation. Ce samedi 17 février 2024 sera officiellement lancé ici même
à Addis Abeba, capitale de l'Éthiopie et siège de l'Union africaine, le 37e sommet des chefs d'État et de gouvernement. L'organisation continentale verra un nouveau président à sa tête, le chef d'État mauritanien Mohamed Ould Ghazouani, pour un mandat d'1 an. Il succède au président comorien Azali Assoumani. Le nouveau président en exercice de l'Union africaine aura à suivre plusieurs défis politiques et sécuritaires sur le continent, à l'instar de la crise à l'est de la République démocratique du Congo, le terrorisme dans le Sahel, les transitions en cours dans divers États. On note l'absence de 2 États membres à cette rencontre annuelle des chefs d'État et de gouvernement, à savoir le Gabon et le Niger, tous 2 suspendus après des coups d'État qui rejoignent ainsi les autres États suspendus depuis 2012 et 2022 que sont la Guinée, le Soudan, le Mali et le Burkina Faso. Après l'adhésion de l'Union africaine en septembre 2023 au sein du G20, le groupe de 20 grandes économies mondiales reste à évaluer les premières retombées à cette adhésion pour le continent. À la suite du chef d'État des Comores, Azali Assoumani, le président Mohamed Ould Ghazouani sera le dirigeant chargé d'assurer une véritable représentation de l'Afrique dans cette instance et dans d'autres centres de décision mondiaux, à l'instar du Conseil de sécurité des Nations Unies, où le continent continue de demander 2 sièges permanents et 5 sièges non permanents. Il est à noter que tout au long de 2024, l'Union africaine conduira ses activités sous le thème de l'éducation après l'accélération de la zone de libre-échange continentale africaine en 2023. La Commission de l'Union africaine justifie cet accent mis sur l'éducation par le fait que l'Afrique est confrontée au niveau d'éducation les plus bas à l'échelle mondiale. Des discussions sont envisagées pour améliorer l'accès à une éducation de qualité à travers l'Afrique, en plaidant pour des investissements accrus et la formulation de politiques efficaces. Sont donc attendus au siège de l'Union africaine. Les chefs d'État et de gouvernement y devront tabler sur d'autres problématiques qui continuent à plomber le décollage du continent. La clôture de ce 37e sommet de l'Union africaine est prévue pour ce dimanche 18 février 2024. Depuis Addis Abeba, en Éthiopie, Joseph Mwafo pour Africa 24. Le Conseil exécutif de l'Union africaine valide la candidature de Philémon Yang au poste de président de l'Assemblée générale des Nations unies. Un succès diplomatique pour le Cameroun qui a reçu un soutien important de la part des États d'Afrique centrale en faveur donc de la candidature de cet ancien Premier ministre. Nathalie Mo. C'est une nouvelle victoire pour la diplomatie camerounaise. L'ancien Premier ministre du Cameroun de 2009 à 2019, Philémon Yang, a été désigné candidat à la présidence de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies qui se tiendra en septembre 2024. Le choix a été opéré au sein du comité des candidatures de l'Union africaine le 14 février 2024. Réputé pour être un homme de médiation et de consensus, Philémon Yang a reçu le soutien des 11 pays de la CEAC pour ce poste en juillet 2023 lors de la 23e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement du bloc communautaire. Nous sommes certains qu'il portera haut les couleurs de notre continent. Il a été un candidat du Cameroun il y a des 100 même, mais après cet endossement, il est devenu définitivement le candidat de l'Afrique. Président de l'Assemblée générale des Nations unies pour un mandat d'1 an, Philémon Yang aura la charge de fixer les thèmes des débats, présider les sessions, faciliter les négociations sur les grands enjeux planétaires et les résolutions onusiennes. En janvier 2024, lors de la cérémonie de présentation des vœux soutenant la candidature du Cameroun, le président Paul Biya a souhaité que la présence d'un Africain à ce poste accélère la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. L'ambition du chef de l'État camerounais rejoint la vision de l'Union africaine qui milite pour 2 sièges permanents au Conseil de sécurité des Nations unies pour l'Afrique. Dans un monde qui semble se complaire dans les voies menant à sa perdition, nous continuons de croire aux Nations unies. Nous continuons de croire dans les valeurs qui la fondent et dans les rêves qui habitaient ceux qui l'ont fondée. La désignation de Philémon Yang comme président de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies sera rendue officielle le 18 février 2024 à l'occasion de la 37e conférence ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Depuis la création officielle de l'ONU, le 24 octobre 1945, le seul président de l'Assemblée générale originaire d'un pays d'Afrique centrale est le Gabonais Jean Ping en 2005. Cours
Gros plan maintenant sur le marché des fleurs. Et en matière florale, la réputation du Kenya n'est plus à faire. Ce pays d'Afrique de l'Est est considéré comme l'un des premiers exportateurs au monde et le premier producteur de roses au niveau international. Une industrie des fleurs qui a le vent en poupe. Catherine Gombe. La taille du marché de la floriculture au Kenya devrait passer de 1,04 milliard de dollars en 2023 à 1,34 milliard de dollars d'ici 2028, selon le Kenya Flower Council. Seulement, le contexte de récession économique mondiale pourrait remettre en question ces prévisions. En effet, depuis la pandémie de Covid-19, ce pays d'Afrique de l'Est a vu ses exportations vers l'Europe chuter de 6,9% en raison de l'augmentation du prix des intrants, mais également des restrictions imposées par les pays importateurs. Une situation pour laquelle les producteurs appellent à plus d'investissements. What is missing? There are two areas that are missing. Number one, que manque-t-il? Il y a deux domaines qui manquent. Premièrement, nous avons besoin du gouvernement pour injecter des ressources et deuxièmement, nous avons besoin du gouvernement pour créer une atmosphère propice à l'investissement. Promotes much more investment in our sector. Les fleurs kenyanes sont exportées dans plus de 60 pays dont les principaux acheteurs sont les Pays-Bas, suivis du Royaume-Uni, de l'Allemagne et de la Norvège. La demande concerne surtout les roses dont les exportations totales se sont élevées à 550 millions de dollars en 2021, les œillets, les lys et l'arabicum. Aujourd'hui, les autorités souhaitent diversifier leur carnet d'offres en privilégiant des fleurs qui supportent mieux la chaîne de froid comme la gypsophile et la statice. Le but étant de séduire des pays comme l'Arabie Saoudite ou le Canada. Nous explorons des voies au Moyen-Orient, qui est l'un de nos consommateurs des fleurs les plus intéressants, ce qui nous a amené à modifier notre stratégie, même en tant qu'entreprise. L'industrie de la floriculture kenyane reste confrontée à de nombreux défis, parmi lesquels les coûts de production élevés, le conditionnement des fleurs lors du transport, les parasites, mais davantage les sécheresses et les inondations dues aux conditions météorologiques irrégulières. Cependant, le gouvernement kényan se dit prêt à tout mettre en œuvre pour consolider sa place de premier producteur mondial de roses. La problématique liée à l'accès aux soins de santé, l'un des maux dont souffre le continent africain. Des millions de personnes décèdent chaque année faute de soins, des soins de santé, mais aussi des médicaments qui restent inabordables en raison notamment de dépenses publiques dans la santé 10 fois inférieures à la moyenne mondiale. Alors afin de faire face à ce problème, l'idée d'une couverture maladie universelle fait son chemin dans quelques pays du continent africain, comme en Afrique du Sud où le gouvernement souhaite mettre en place ce régime. Marie-Raphaël Antolo. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé le 14 février 2024 sa décision de signer le projet de loi sur l'assurance maladie nationale. La promulgation de ce projet de loi permettra de fournir une couverture maladie universelle aux Sud-Africains. Cette décision est annoncée alors que le pourcentage de personnes couvertes par un régime d'aide médicale était de 16,7% en 2022. The fact that we need to move to what is called universal healthcare coverage is an area of no debate. This is a resolution that was passed a while ago, and South Africa is one of the signatories to that agreement. Initialement déposé en août 2019, le projet de loi sur l'assurance maladie a été adopté le 12 juin 2023 à l'Assemblée nationale en Afrique du Sud. Ce projet de loi, selon les autorités sud-africaines, vise à fournir des soins de santé à des millions de citoyens les plus pauvres dans le cadre d'une refonte majeure d'un système à deux vitesses qui reflète encore des profondes inégalités raciales et sociales 3 décennies après la fin du régime de la minorité blanche. Cependant, le groupe d'entreprises s'y oppose fermement, affirmant qu'elle entraînerait un désinvestissement dans le secteur de la santé et nuirait à l'économie déjà fragile de l'Afrique du Sud. We are all aware of the resource constraints that are experienced by the public sector and also many other issues pertaining to healthcare workforce that are often deficient. You've got almost like an oversupply of practitioners and facilities on the private side. The main thing that I've gained is just, a
Soulignons que cette annonce est faite alors que le système de santé en Afrique du Sud est confronté à des disparités entre l'accès et la qualité des soins fournis par les secteurs publics et privés. Selon International Citizen Insurance, 80% des médecins travaillent dans le système privé, délaissant ainsi le système public qui est constamment à court de ressources. Avec ces décisions, le président sud-africain souhaite que d'ici 2030, le pays garantisse l'accès à des services de santé de bonne qualité fournis par les secteurs publics et privés à tous les citoyens et résidents du pays, quel que soit leur statut socio-économique. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Restez avec nous sur Africa 24.